La pépite de chocolat fut un accident total car l'inventrice s'attendait à ce que ces morceaux fondent et disparaissent entièrement dans la pâte à la vanille. Le Toll House Inn du Massachusetts en est devenu le berceau dans les années 1930 lorsque Ruth Wakefield a haché une tablette de chocolat en pensant que cela créerait des biscuits au goût de chocolat et non des biscuits avec des morceaux de chocolat. Le plus étrange, c'est qu'elle a continué à faire cette erreur parce que les clients adoraient cette texture inattendue qui défiait toutes les attentes en matière de pâtisserie. Le partage de la recette dans les journaux a rapidement diffusé cette découverte à travers l'Amérique. Les rations du temps de guerre les ont fait voyager jusqu'aux soldats du monde entier. L'exportation culturelle américaine en a fait un symbole mondial de la pâtisserie maison. Imaginez ces morceaux de chocolat solide refusant obstinément de fondre, créant des bords dorés autour de cœurs moelleux qui sont devenus la référence absolue. Chaque comptoir de boulangerie les expose comme le biscuit par défaut. La crème glacée à la pâte à biscuits en célèbre la forme crue. Des fournées faites maison remplissent les bocaux des cuisines sur tous les continents. Mais le suivant était autrefois plus précieux que l'or. À l'origine, le sablé était si cher que seule la royauté pouvait se l'offrir, car le beurre était littéralement de l'or liquide à l'époque médiévale, où la plupart des gens n'y goûtaient jamais. L'Écosse médiévale l'a développé dans le luxe de la cour royale, à une époque où le beurre coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en plusieurs mois. Les cuisines aristocratiques gardaient les recettes comme des secrets d'État. Le nom lui-même révèle le secret. Short signifiait riche en matières grasses, un ingrédient de luxe qui le faisait s'émietter différemment des pains paysans. L'expansion de l'Empire britannique a diffusé la technique à l'échelle mondiale grâce aux réseaux coloniaux. Son association avec la culture du thé en a fait l'accompagnement parfait des rituels de l'après-midi. Les traditions de cadeaux de fin d'année l'ont transformé en monnaie d'échange saisonnière parmi les classes aisées. Cette texture friable et beurrée provient d'une teneur massive en beurre qui aurait ruiné les familles ordinaires. Les pâtes triangulaires incisées créent la présentation traditionnelle. Sa texture sablée en bouche fond sur la langue comme une richesse comestible. Les boîtes métalliques des fêtes les mettent en valeur comme des friandises de premier choix. Les cadeaux d'invités de mariage les présentent comme des présents élégants. L'accompagnement de l'heure du thé reste leur rôle culturel. Le biscuit suivant enfreint toutes les règles de la physique. Les macarons sont si fragiles que l'humidité peut les détruire complètement. Plus délicats que des bulles de savon flottant dans l'air. Sensibles aux changements météorologiques que les pâtissiers ne peuvent contrôler. L'Italie a créé le concept original grâce aux alliances matrimoniales royales. Lorsque Catherine de Médicis a amené des chefs pâtissiers en France, le raffinement de la pâtisserie française les a élevés au rang de délices de la cour. La demande aristocratique a poussé à une perfection technique qu'il a fallu des générations pour maîtriser. La technique exige une telle précision que les pâtissiers professionnels échouent régulièrement malgré des années de formation et des ingrédients coûteux. La culture de la pâtisserie en a fait des symboles de luxe de la sophistication française. Leur positionnement sur le marché du luxe a justifié des prix élevés. Les tendances culinaires d'Instagram les ont transformés en symboles de statut photogénique qui attirent la clientèle dans les boulangeries. Leur coque lisse et bombée nécessite un contrôle précis de la température au degré près. La formation de la délicate colurette indique une technique appropriée. Leurs couleurs arc-en-ciel proviennent de proportions exactes de colorants alimentaires qui affectent la texture. Les pâtisseries haut de gamme facturent des prix élevés reflétant le taux d'échec. Les coffrets cadeaux les présentent comme des bijoux comestibles. Les desserts sur les réseaux sociaux reposent sur leur perfection visuelle. Mais le suivant a commencé comme un médicament. Le Ginger Snap était à l'origine vendu dans les pharmacies comme médicament digestif et non dans les confiseries, car le gingembre était considéré comme un remède puissant capable de guérir divers maux. L'Europe médiévale l'a développé lorsque les routes commerciales des épices ont apporté le coûteux gingembre d'Asie vers l'Ouest. Ces applications médicinales en ont fait un remède contre les maux d'estomac et le mal de mer qui tourmentaient les longs voyages. Les apothicaires les vendaient aux côtés d'autres remèdes à base de plantes, et leur texture dure était intentionnelle pour une dissolution lente dans la bouche. Les besoins de conservation coloniaux l'ont rendu idéal pour les longs voyages à travers des océans dangereux. Les rations des voyages en mer les incluaient pour leurs bienfaits sur la santé plutôt que pour le plaisir.
Les traditions des fêtes les ont adoptés comme aliments réconfortants de saison. Leur couleur sombre de mélasse provient de la cassonade et des épices qui étaient des importations coûteuses. Les craquelures en surface dues au croquant, snap, lui donnent son nom. Sa texture dure a été conçue pour un stockage prolongé sans détérioration. Les biscuits de fête les mettent en vedette dans les assortiments de saison. Les sandwichs à la crème glacée les utilisent comme coque croquante. Ils servent de substitut pour les s'mores lorsque les biscuits Graham ne sont pas disponibles. Le suivant est cuit 2 fois pour une bonne raison. Le biscotti est délibérément cuit 2 fois pour devenir dur comme de la pierre, car le moelleux était l'ennemi lorsqu'il fallait que la nourriture se conserve des mois sans réfrigération. Les rations de l'armée romaine antique exigeaient des aliments portables qui ne se gâteraient pas pendant les longues campagnes militaires. La nourriture de survie des soldats devait résister à des conditions extrêmes. Les provisions de campagne nécessitaient une durée de conservation maximale sans technologie de conservation. Le processus de double cuisson élimine toute l'humidité qui pourrait causer la détérioration, créant quelque chose de plus proche d'une pierre comestible que des biscuits traditionnels. Les vagues d'immigration italienne ont apporté la tradition dans de nouveaux pays où elle s'est adaptée aux goûts locaux. Leur association avec la culture du café en a fait de parfaits biscuits à tremper qui se ramollissent dans un liquide chaud. Le renouveau artisanal les a élevés du statut d'aliments pratiques à celui de friandises gastronomiques. Ces bûches dorées cuites 2 fois développent cette dureté caractéristique grâce à l'élimination de l'humidité. Les morceaux d'amande répartis à l'intérieur apportent texture et saveur. Leur dureté de béton nécessite du café ou du vin pour être consommés correctement. Les comptoirs des cafés les exposent dans des bocaux en verre comme des artefacts comestibles. Les accords avec le vin les mettent en valeur dans les restaurants italiens. Les biscuits à tremper remplissent leur fonction d'origine dans les cafés modernes. Mais le suivant ne contient aucun ingrédient de biscuit à proprement parler. Le biscuit meringue ne contient ni farine, ni beurre, ni ingrédients traditionnels de biscuit. Juste de l'air et du sucre fouettés pour obtenir une légèreté impossible qui semble défier la gravité. L'innovation pâtissière suisse et française les a créés lorsque les chefs pâtissiers ont eu besoin d'utiliser les restes de blanc d'œufs d'autres recettes. Les confiseries de la cour les ont élevés au rang aristocratique grâce à la maîtrise technique. La technique transforme des ingrédients simples en quelque chose qui se dissout instantanément, créant une texture sans substance qui remet en question toutes les hypothèses de la pâtisserie. La haute gastronomie européenne les a adoptés comme finition élégante pour des repas élaborés. Les traditions de mariage les ont présentés comme de délicats symboles de pureté. La pâtisserie maison les a adoptés comme des friandises impressionnantes mais réalisables. Des pics blanches semblables à des nuages se forment grâce à une technique de fouettage minutieuse qui incorpore un maximum d'air. Leur texture à dissolution instantanée fond au contact de la salive. Les bulles d'air emprisonnées créent cette structure en apesanteur caractéristique. Les desserts de mariage les mettent en avant comme des touches élégantes. Les options sans gluten les rendent accessibles au régime restrictif. Les bases de pavlova utilisent la même technique à plus grande échelle. Le suivant coûte plus cher l'once que l'argent. Le biscuit au safran contient l'épice la plus chère au monde, valant plus que l'or au poids, car chaque pistil nécessite une récolte manuelle à partir de fleurs individuelles. Le commerce de luxe du Moyen-Orient a rendu le safran accessible uniquement aux riches qui pouvaient s'offrir une telle extravagance. Les célébrations persanes les présentaient comme des démonstrations de prospérité. Les festivités royales les utilisaient pour démontrer le pouvoir à travers un luxe comestible. Le processus de récolte explique le coût. Chaque fleur de crocus ne fleurit qu'un jour par an, produisant 3 minuscules pistils qui doivent être récoltés à l'aube. Le commerce de la route de la soie a diffusé les recettes le long des routes commerciales où les marchands d'épices transportaient le précieux ingrédient. La diaspora culturelle a maintenu les traditions malgré un coût énorme. Les traditions festives les ont préservées comme des friandises pour les grandes occasions. Les fils jaunes dorés proviennent de stigmates récoltés à la main et collectés individuellement. Cette collecte à forte intensité de main-d'œuvre nécessite des milliers de fleurs pour de petites quantités. Chaque fleur de crocus ne produit que 3 précieux pistils. Les boulangeries spécialisées facturent des prix élevés reflétant le coût des ingrédients. Les festivals culturels les présentent comme des friandises traditionnelles authentiques.
Les articles de cadeaux de luxe les mettent en valeur comme des délices exotiques. Mais le suivant cache un dangereux secret. Les amarettis sont fabriqués à partir d'amandes amères contenant des composés qui nécessitent un traitement minutieux. De mauvaises méthodes de préparation pourraient créer des problèmes qu'une transformation alimentaire appropriée permet d'éviter. Les monastères italiens les ont développés lorsque les moines avaient le temps pour des préparations culinaires élaborées et l'accès à des connaissances spécialisées. Les régions de culture de l'amande fournissaient des matières premières qui exigeaient une manipulation experte. Les traditions religieuses ont préservé les techniques à travers les générations. La variété d'amandes amères diffère considérablement des amandes douces, car elle contient des composés naturels que le traitement traditionnel neutralise en toute sécurité grâce à des méthodes de préparation appropriées. Les réseaux commerciaux européens ont diffusé les recettes à travers les continents avec les connaissances appropriées en matière de sécurité. Les communautés de la diaspora maintiennent les traditions tout en préservant les pratiques de sécurité. La préservation artisanale maintient les méthodes authentiques en vie malgré les alternatives industrielles. La texture de surface craquelée se développe pendant la cuisson grâce à une expansion naturelle. La tradition de l'emballage en papier préserve la fraîcheur et crée des portions individuelles. L'essence d'amande apporte la saveur distinctive qui définit la catégorie. Les restaurants italiens les servent comme d'authentiques fins de repas. Les importations spécialisées apportent les véritables versions sur les marchés internationaux. Les assortiments de fêtes les incluent comme des options européennes sophistiquées. Le suivant n'est même pas considéré comme tel. Le cracker de riz enfreint les règles du biscuit car les versions traditionnelles ne contiennent aucun sucre. Ce sont des encas salés et non des sucreries dans leur culture d'origine où le dessert a une signification différente. Les régions rizicoles d'Asie de l'Est les ont développées comme techniques de conservation pour les surplus de céréales qui, autrement, se gâteraient. L'utilisation des surplus a transformé les déchets en produits alimentaires précieux qui durent pendant les saisons creuses. Le concept de biscuits sucrés n'existait pas dans ces cultures, faisant des crackers de riz une catégorie d'aliments complètement différente que les Occidentaux comprennent mal. La diaspora asiatique les a introduits sur les marchés occidentaux comme des alternatives saines aux friandises chargées de sucre. Les tendances de l'alimentation saine les ont adoptées comme des options de grignotage sans culpabilité. L'adaptation par l'industrie des snacks a créé des versions sucrées pour les palais américains. La texture du riz soufflé crée un croquant satisfaisant sans lourdeur. Le moulage géométrique produit des formes uniformes pour une cuisson homogène. Les assaisonnements salés remplacent entièrement le sucre dans les préparations traditionnelles. Les magasins d'aliments naturels les stockent dans des rayons spécialisés. Les marchés asiatiques proposent des versions authentiques aux saveurs traditionnelles. Le grignotage alternatif séduit les consommateurs soucieux de leur alimentation à la recherche de substituts aux biscuits. Mais le suivant fond instantanément. Le Snickerdoodle tire son nom étrange de nul ne sait où. Son origine est complètement perdue dans l'histoire malgré des recherches culinaires approfondies. Les colonies de la Nouvelle-Angleterre l'ont développé grâce aux influences allemandes et néerlandaises. Les traditions d'enrobage au sucre à la cannelle ont créé le profil de saveur caractéristique qui définit la pâtisserie réconfortante américaine. Les théories sur le nom vont de l'allemand Schneckennudeln à des mots totalement dénués de sens. Mais les historiens de l'alimentation ne parviennent à s'accorder sur rien de définitif. Les variations régionales américaines se sont répandues grâce aux ventes de pâtisseries des églises et aux rassemblements communautaires. Son statut d'aliment réconfortant s'est accru au fil des générations. Les traditions de pâtisserie maison en ont fait un incontournable des cuisines américaines. Sa texture douce et moelleuse provient de la crème de tartre qui crée une pointe d'acidité. L'enrobage de sucre à la cannelle est appliqué avant la cuisson. Un profil de saveur distinctif qui est instantanément reconnaissable. Les cantines scolaires les servent régulièrement. Des fournées faites maison apparaissent lors des ventes de pâtisserie. Un aliment réconfortant et nostalgique qui définit la culture américaine du biscuit. Le suivant nécessite des températures dangereuses. La pizzelle nécessite un fer spécial chauffé à des températures brûlantes qui peut vous brûler instantanément s'il est mal manipulé pendant le délicat processus de pressage. La région italienne des Abruzzes l'a développé pour les célébrations religieuses. La technique de pressage semblable à celle des gaufres crée des motifs complexes qui racontent des histoires de famille.
un équipement spécialisé transmis de génération en génération comme des bijoux de famille. Le fer doit atteindre des températures exactes, sinon les biscuits ne se formeront pas correctement, créant soit des désastres brûlés, soit des échecs détrempés qui gaspillent des ingrédients coûteux. Les communautés italo-américaines maintiennent la tradition grâce à l'immigration. Les célébrations des fêtes les mettent en bonne place. L'équipement spécialisé devient un trésor familial transmis aux filles. La texture fine de gaufre se développe grâce à un pressage précis. Les motifs complexes racontent des histoires régionales. L'arôme d'anis offre le goût traditionnel qui relie à l'héritage ancestral. Les festivals italiens les présentent comme des symboles culturels. Les magasins d'articles de cuisine spécialisés vendent ces fers coûteux. L'équipement, véritable héritage familial, crée des liens générationnels, mais le suivant n'est pas cuit du tout. Le biscuit sans cuisson enfreint toutes les règles de la pâtisserie car il n'est jamais cuit, juste mélangé et refroidi, jusqu'à ce qu'il durcisse sous forme de biscuit, sans aucune intervention du four. L'époque de la Grande Dépression américaine l'a créé lorsque les restrictions de rationnement rendaient la pâtisserie traditionnelle difficile. La cuisson sur la cuisinière est devenue nécessaire lorsque les fours n'étaient pas disponibles ou que le combustible se faisait rare. La technique s'est développée par nécessité plutôt que par innovation culinaire, créant des friandises lorsque les méthodes traditionnelles n'étaient pas possibles pendant les difficultés économiques. Leur préparation rapide les a rendus populaires comme friandises de secours, comme nourriture de camping qui ne nécessite pas ceux de four. Des desserts de dernière minute lorsque des invités inattendus arrivaient. Le mélange d'avoine et de cacao crée la texture de base. L'ébullition sur la cuisinière active le processus de liaison. Le refroidissement transforme le mélange liquide en un biscuit solide. Les collectes de fonds des écoles les proposent pour leur préparation facile. Les voyages en camping comptent sur eux comme douceur portable. Des solutions de dessert rapides lorsque le temps est limité. Le suivant est livré avec un divertissement intégré. Le biscuit de fortune semble chinois, mais il ne l'est pas du tout. Inventé par des immigrants japonais en Californie, qui les ont créés pour les clients des restaurants américains à la recherche d'expériences exotiques. La Californie du début des années 1900 en est devenue le berceau lorsque les communautés nippo-américaines les ont développés comme articles de fantaisie pour les jardins de thé. Cette nouveauté de restaurant a séduit les dîneurs américains qui souhaitaient des fins de repas mystérieuses. L'aspect divinatoire était une invention purement américaine, n'ayant rien à voir avec les traditions asiatiques ou les pratiques culturelles authentiques qui existent dans ces régions. Leur adoption par les restaurants chinois s'est faite par des décisions commerciales pratiques lorsque les propriétaires ont réalisé que les clients les attendaient. La culture de la restauration américaine les a adoptés comme des fins mystérieuses offrant une valeur de divertissement. Leur attrait touristique en a fait des symboles de la cuisine sino-américaine. Leurs coques dorées pliées nécessitent un timing précis pendant la cuisson lorsqu'elles sont encore chaudes et malléables. Les bandes de papier de prédiction contiennent des messages écrits pour le public américain. Un timing précis détermine s'ils se plient correctement ou s'ils se fissurent. Les restaurants chinois les servent automatiquement avec l'addition. Les cadeaux fantaisie proposent des messages personnalisés pour les grandes occasions. Les idées fausses culturelles persistent malgré leur invention complètement américaine, mais le dernier biscuit est complètement creux à l'intérieur. Les biscuits à la cuillère sont conçus pour être complètement creux à l'intérieur, car ce sont des éléments architecturaux et non des friandises autonomes destinées à la consommation directe. La tradition italienne des Savoyardis les a créés spécifiquement pour la construction du tiramisu, des blocs de construction de dessert, plutôt que des biscuits à manger, que les gens apprécient indépendamment. La structure creuse sert un objectif précis, une absorption maximale du café et des liqueurs qui s'imprègnent à travers la texture spongieuse lors de l'assemblage du dessert. Les techniques de pâtisserie européennes les ont affinées pour la construction de desserts. Un support structurel pour les desserts à étage, de l'ingénierie alimentaire plutôt que la création de saveurs qui se suffisent à elles-mêmes. Leur texture d'éponge légère absorbe parfaitement les liquides. Leur forme endroit s'adapte aux moules à dessert. Des propriétés d'absorption conçues pour la saturation en café et en liqueur. Les recettes de tiramisu en dépendent entièrement. La construction du trèfle les utilise comme couche, des composants de dessert plutôt que des biscuits autonomes qui satisfont les envies.
Et voilà tous les types de biscuits, des inventions accidentelles aux fraudes architecturales. Si ces histoires ont changé votre façon de voir les friandises dans votre cuisine, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous découvrons l'histoire cachée qu'ils ont essayé d'enterrer. Pâtissons l'avenir ensemble. Le prochain coffre au trésor de secrets s'ouvrira bientôt.